Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. À la une ce soir, des manifestations contre la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire vire à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Un bilan non officiel fait état d'au moins 5 morts dans la capitale Abidjan et dans d'autres localités du pays. Des détails en début d'édition. L'opposition non affiliée s'oppose quant à elle à une quelconque modification du code électoral, une modification qui pourrait entacher la crédibilité du scrutin de novembre 2020, Dixit, l'organe politique. C'était ce matin au cours d'un point de presse, on en parle dans ce journal. Les résultats du premier tour du baccalauréat 2020 sont connus. Moment de joie pour les lauréats et aussi de peine pour les ajournés. Ahmed Nanema vous conte l'événement, c'est tout à l'heure en cours d'édition. Voilà pour le sommet de ce 20h. Merci de nous suivre. On ouvre ce journal en Côte d'Ivoire où des manifestations contre la candidature d'Alassane Ouattara ont tourné à des affrontements ce jeudi. Au moins 2 personnes ont été tuées à Bonoua. Des groupes de manifestants ont érigé des barricades et brûlé des pneus dans différents quartiers de la capitale Abidjan, malgré l'interdiction du ministère ivoirien de l'Intérieur de manifester. Des affrontements ont également éclaté en plusieurs endroits entre manifestants et forces de l'ordre. Selon un premier bilan non officiel, il y aurait eu au moins 5 personnes tuées au cours de ces heurts. Selon les jeunes leaders de l'opposition initiateurs de cette marche, le projet d'acte de candidature du président Alassane Ouattara est une violation de la Constitution car pour eux, le chef de l'État ivoirien sortant ne peut faire consécutivement 3 mandats selon la Constitution qui limite les mandats présidentiels à 2 quinquennats. L'opposition non affiliée était face aux hommes de presse ce matin. Une nouvelle sortie en rapport avec les élections prochaines. Les non affiliés dénoncent un ensemble d'actes posés par le gouvernement qui pourraient porter atteinte à la crédibilité du scrutin prochain, parmi lesquels la modification du code électoral. Les détails dans cet élément signé Gildas Da et Bassirou Sawadogo. Tout le monde sait que ces élections ne vont pas rentrer dans le cadre des lois nationales et internationales. Les élections de novembre prochain ne vont pas répondre aux standards démocratiques. C'est du moins la vision de l'opposition non affiliée, ONA, qui pointe du doigt, en un premier temps, le projet de modification du code électoral. Un vote à l'Assemblée nationale qui violerait les dispositions juridiques africaines. Considérant qu'un projet de modification du code électoral est unilatéralement et non consensuellement engagé par le gouvernement à moins de 6 mois avant les élections, l'ONA déclare qu'une modification du code électoral à moins de 6 mois avant les élections n'est concevable qu'avec le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Et c'est une citation, le consentement d'une large majorité des acteurs politiques, et que le projet unilatéralement et non consensuellement engagé par le gouvernement en violation des lois nationales et internationales doit être empêché par tout moyen juridique, politique et démocratique. Il faudrait donc ouvrir de larges concertations pour trouver un consensus afin de modifier le code électoral. Un consensus qui devra réunir les acteurs comme l'APMP, le CEFOP, l'ONA, mais pas seulement. La notion d'acteur politique comporte également les forces vives de la nation, telles que déjà sollicitées dans l'histoire politique et constitutionnelle du Burkina Faso. Il n'est donc pas admissible qu'une simple entente bipartite APMP-CEFOP puisse se passer des règles juridiques, politiques et démocratiques pour se substituer et s'imposer au peuple. Et un passage en force serait anticonstitutionnel. En somme, ce serait un grave manquement. L'article 28E, F du projet de statut de Malabo de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme intègre parmi les faits constitutifs des crimes de changement anticonstitutionnel de gouvernement, je cite, toute modification substantielle des lois électorales durant les 6 mois précédant les élections sans le consentement de la majorité des acteurs politiques. La Constitution du Burkina dispose aussi que les élections présidentielles et législatives se font au suffrage universel. Or, l'insécurité contraint la tenue du vote sur une partie du territoire. Pour l'ONA, il y a problème. Et face à ce problème, la solution est toute trouvée. L'ONA appelle le président du Faso
a initié de larges concertations pour la formation d'un consensus national sur les conditions acceptables d'organisation et de validation des élections présidentielles et législatives couplées. C'est à cette condition que les élections de novembre prochain seront démocratiques. Dans le cas contraire, on court le risque d'élections invalidées par le Conseil constitutionnel, dira le professeur Soma. Ne change pas de position. Au Soudan du Sud, au moins 127 personnes ont été tuées ces derniers jours dans des affrontements entre soldats et jeunes d'une communauté locale du nord du pays qui refusaient de se prêter à une opération de désarmement. Le bilan fait état de 82 civils et de 45 soldats de l'armée sud-soudanaise tués. Outre les victimes, les affrontements ont fait 32 blessés parmi les militaires et un nombre qui reste à établir parmi les dissidents. Selon le porte-parole de l'armée, il s'agit de jeunes hommes armés de la communauté Gelweng refusant de rendre leurs armes dans le cadre d'une opération conduite par le gouvernement qui ont attaqué une position de l'armée dans la région. Le porte-parole a ajouté que 2 militaires impliqués dans le déclenchement des affrontements avaient été arrêtés pour être interrogés et que des appels avaient été lancés auprès des anciens de la communauté Gelweng pour aider les autorités à appréhender 3 jeunes soupçonnés d'avoir lancé l'attaque contre l'armée. Insécurité toujours. Dans la nuit du mardi au mercredi dernier, le camp des volontaires pour la défense de la patrie du village de Kombori dans la Kossi a été attaqué par des hommes armés non identifiés. Ces hommes n'ayant pas trouvé les volontaires dans le camp ont procédé à des tirs de sommation qui ont malheureusement fait une victime. Et puis ce mercredi toujours, un blindé des forces de défense et de sécurité a sauté sur un engin explosif. Cette fois-ci dans la localité de Namungu, c'est à l'est du pays. Le bilan de l'incident fait état de 2 blessés graves et d'un blessé léger. Le Niger, fortement déconseillé aux voyageurs français par le Quai d'Orsay. Tout le pays passe au rouge. Seule la capitale Niamey reste orange, c'est-à-dire déconseillé, sauf pour des raisons impératives. Le pays apparaît donc comme le plus au risque du Sahel. Ces nouvelles recommandations du ministère des Affaires étrangères français sonnent comme la première décision concrète prise après l'annonce du président Macron de renforcer la sécurité des expatriés de la région. Ces mesures de précaution auront un impact sur l'accès des humanitaires à certaines zones ainsi que sur le déplacement au Niger de Français, qu'ils soient universitaires ou opérateurs économiques, même si cet impact est pour l'heure impossible à quantifier. Et puis, 2 des 10 humanitaires enlevés le 24 juin dernier dans le village de Bossé-Bangou, non loin de la frontière avec le Niger, viennent de retrouver leur liberté. Ils se sont échappés ce mercredi des mains de leurs ravisseurs. L'information est confirmée par la préfecture de Torodi. Ils sont actuellement en sécurité dans une base de l'armée nigérienne. Les premiers résultats du baccalauréat session 2020 sont désormais connus. Les délibérations et les proclamations ont eu lieu ce matin même sur toute l'étendue du territoire national. Entre joie pour certains et peine pour d'autres, Ahmed Nanima, notre reporter, a promené sa caméra dans quelques centres de composition de la ville de Ouagadougou pour le constat. Suivez plutôt. Des pleurs, mais aussi des cris de joie sont autant d'émotions qui se lisent sur le visage des candidats au baccalauréat session 2020. Christine Kenom, candidate au bac série D au lycée Philippe Zenga Kaboré, jubile pour l'avoir obtenu avec la mention très bien. Avec la chaleur et le corona, la maladie, là, on a bien bossé et puis ça a donné mention très bien. C'est dur, hein? Oui. Ah, c'est tous les maths. C'est tous les maths là. Salamata Laré, également détentrice du bac D, fait une mention spéciale à l'endroit de ses encadreurs qui ont joué un rôle essentiel dans sa réussite. Je suis très contente. Et puis de plus, je veux profiter, remercier à tous mes encadreurs, à tous mes professeurs qui m'ont aidé. En tout cas, je les remercie. Big Vénégré, Vénégré laisse le big. Cette allégresse, due à l'obtention du bac, laisse certains sans voix, ici au lycée Vénégré, à l'instar de Frédéric Tanou, candidat au bac F4. Tu dis quoi? C'est pas quoi dit. Ah, tu filmes, non? Bon, tu as bien travaillé. Bon, en tout cas, j'ai fait vraiment le nécessaire. Il y a eu des hauts et des bas, mais ça va, c'est bien passé. Pendant ce temps, au Marianne Gwabi, l'émotion est à son comble chez ces jeunes dames. Elles font partie du nombre restreint des candidats admis au bac G2. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse, on ne peut rien dire, c'est l'émotion. On a eu, malgré qu'il y a beaucoup d'échecs, on est rentré. Non, ça va
pas même là. Wallahi, moi-même je suis contente de moi, je suis fière. Fadila Tounikema, quant à elle, n'a pas eu la même chance que les autres. Elle va devoir s'armer de courage afin de réussir à la prochaine session du bac G2. En tout cas, nous, on a composé, on n'a pas eu, c'est pas la fin du monde. On prend la vie du bon côté. C'est venu hors cours, mais en tout cas, nous, on a fait le mieux, on n'a pas eu, on ne l'espère pas. L'échec n'est pas une fatalité. Gildas Kwama, lui, vient de décrocher le bac A après avoir essuyé 2 échecs au bac D. Il invite les candidats malheureux de ce fait à une prise de conscience. J'ai passé le bac D et 2 fois. À la base, je me suis trompé de série dès la seconde. Et cette année, j'ai viré en A et j'ai réussi au baccalauréat d'un coup. Le sentiment que j'ai, c'est d'abord de motiver ceux qui n'ont pas réussi. Mais surtout, ne pas abandonner, redoubler d'efforts et se remettre en cause. Parce qu'on peut se tromper de série aussi. Cependant, une dernière chance est accordée aux candidats du second tour qui peuvent encore rattraper le tir. Et Salamata Laré témoigne sa solidarité à leur endroit. Je les souhaite, surtout ceux qui sont au second tour, je les souhaite en tout cas beaucoup de courage à prendre les choses en main et puis de demander avec l'assistance de Dieu, Inch'Allah, ça va aller. Le second tour du baccalauréat session 2020 va se dérouler dans quelques jours et les candidats sur la liste doivent faire preuve d'abnégation pour chasser tout stress et désespoir afin de relever le défi qui les attend. Celui de se surpasser pour obtenir de meilleures notes que les précédentes dans les matières au programme. Tiemoko Mélié Koné, reconduit au poste de gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour un mandat de 6 ans. Pour la conférence des chefs d'État de la BCEAO qui l'a reconduit, Mélié Koné est arrivé très jeune dans l'institution et a été témoin de plusieurs événements dans la vie de cette institution. Son choix est donc celui de la stabilité, de la rigueur et de l'expérience pour l'institution financière qui regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest francophone et lusophone. Recruté sur concours après ses études supérieures, puis versé dans l'encadrement supérieur de la banque en 1975. Il y a accompli la plus grande partie de sa carrière, ayant été successivement directeur central de l'émission et des opérations financières, directeur national de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire, gouverneur suppléant au Fonds mondial international, conseiller et gouverneur de la BCEAO depuis mai 2011. Le Soudan interdit l'exportation d'arachide brut. Le pays a interrompu l'expédition de cacahuètes et souhaite fabriquer sur son territoire davantage de produits dérivés tels que l'huile d'arachide ou des produits cosmétiques afin de maximiser le coût de leur exploitation. Selon l'ONU, le Soudan est le 5e producteur d'arachide avec 14% de la production mondiale. Avant cette interdiction, l'arachide était sa 5e source de revenus au niveau international après l'or, le sésame, le pétrole et le bétail. La production d'arachide fournit des emplois ruraux et des devises étrangères au pays. La Namibie refuse l'offre de compensation de l'Allemagne pour les atrocités commises pendant la période coloniale. Le président namibien Hage Geingob se dit insatisfait des clauses de l'offre de réparation. La diplomatie est affaire de compromis et nous irons au bout de cette mission, a-t-il déclaré dans un tweet. En 2015, les deux pays avaient entamé des pourparlers en vue d'un accord qui pourrait inclure des excuses officielles de l'Allemagne et la promesse d'une aide au développement à titre de compensation. On se rappelle, entre 1904 et 1908, les troupes impériales allemandes avaient tué des dizaines de milliers de Namas et de Hereros, notamment lors de la bataille de Waterberg. À ce jour, Berlin a reconnu sa responsabilité dans ces massacres, mais n'a pas présenté d'excuses officielles pour ce que certains historiens considèrent comme le premier génocide du XXe siècle. La saison pluvieuse, une période d'effroi pour certains Ouagalais, en l'occurrence ceux vivant dans les zones submersibles de la capitale. L'inondation et ses corollaires, leur quotidien, les eaux de pluie ravagent leurs concessions, les biens matériels sont emportés par le flot des eaux, une situation difficile pour les habitants des quartiers d'Apoya, Paspanga, Tanguin, Basenko et bien d'autres. Des habitants qui espèrent le salut en ces temps d'intempéries. Nous sommes allés à leur rencontre, le récit dans ce reportage signé Ahmed Nanyema et Achille Drogo.
Nous sommes au quartier de Dapoya, à quelques encablures du barrage de Tanguin. Ici, Odile Sebego, locataire d'une chambre-salon depuis 4 ans, vit avec peine la saison d'hivernage. Lorsque survient une pluie, le refuge est vite trouvé chez les voisins. Quand l'eau pénètre nos maisons, nous sortons chercher des endroits où nous pouvons nous réfugier pour dormir. Il a tellement plu que bon nombre de nos affaires ont été endommagées par les eaux. Il nous faudrait trouver une autre maison car nous ne pouvons pas rester ici. Juste à côté de chez elle se trouve Bouré Makaboré. Lui témoigne du calvaire qu'ils vivent quand vient l'orage. L'eau arrive ici jusqu'au cou. Bon, pour nous, comme on est ici pour travailler seulement, bon, souvent les risques, les véhicules rentrent de l'eau. Donc les gens qui dorment ici, il fait faire une semaine sans dormir ici. Ça fait 2 pluies comme ça. Bon. Les gens là même ici, mais beaucoup même ont fui. Les locataires qu'on a. Bon, la porte qui est fermée. Et ils ont déménagé vers Nyoko. Donc ici il y a des célibataires, location ici, ils sont partis même. Marie Ouedraogo, quant à elle, a élu domicile avec sa famille dans le quartier depuis près de 10 ans et n'a toujours pas encore d'issue pour en sortir. Nous sommes partis dormir quelque part, revenir encore. C'est le même problème. Même ici, même l'eau la rentre ici. Le cassé mur est même pour rentrer. Le mur est tombé. Donc l'eau la rentre tout ce qui est ici même. Concernant les dispositions prises par l'État burkinabé en vue de permettre aux populations dans ces espaces où dormir devient la croix et la bannière, en cette période de pluie, la bonne dame dit n'en avoir pas encore été bénéficiaire. On n'a pas eu l'argent avec pas celle-là. Nous n'avons pas eu. C'est pour là qu'on touche ici. Il y a des gens ici avec nous dans le quartier, là, mais nous n'avons pas eu. Et puis eux, ils ont parti nous laisser. Nous demandons, on n'a qu'à regarder. Sinon, c'est le problème, c'est le... Comme ces habitants des zones inondables de Dapoya, plusieurs quartiers de Ouagadougou reflètent les mêmes réalités. Pour pallier ce problème, les autorités ont entrepris des initiatives allant dans le sens de déloger définitivement les personnes résidant sur ces terrains inappropriés. Cependant, nous constatons que ces mesures peinent à gagner l'ensemble des sites concernés et les résidents demandent de l'aide. Voilà, c'est sur ces images d'Ahmed Nanema que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un autre bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.